Un homme riche est trahi par ses associés, mais une découverte surprenante lui offre une seconde chance. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Philippe Laurent, âgé de 45 ans, était l'exemple même de la réussite à Paris. Né dans une famille modeste du 9e arrondissement, il avait toujours eu une détermination farouche à dépasser les limitations imposées par son origine modeste. Dès son jeune âge, Philippe montrait une inclination naturelle pour les affaires. À l'école, alors que les autres garçons rêvaient de devenir footballeur ou artiste, Philippe planifiait déjà ses premières entreprises, achetant de petits produits dans les marchés aux puces pour les revendre avec profit. Après avoir terminé ses études en administration à la prestigieuse HEC Paris, Philippe n'a pas perdu de temps. Il a commencé à travailler comme consultant financier, où il s'est rapidement distingué par sa vision stratégique et sa capacité à identifier des opportunités là où d'autres ne voyaient que des risques. C'est durant cette période qu'il a rencontré Jean-Marc Lemoine et Olivier Dupont, deux jeunes tout aussi ambitieux, avec qui il finirait par fonder sa première entreprise de technologie. L'amitié entre eux était solide, construite sur une base de respect mutuel et une vision commune de créer quelque chose de révolutionnaire. L'entreprise, qui avait commencé dans un petit bureau de la rue de Rivoli, a rapidement grandi pour devenir un géant du secteur technologique en Europe. En quelques années, Philippe et ses associés avaient transformé leur start-up en une multinationale, développant des logiciels innovants qui ont changé la façon dont les entreprises géraient leurs données et leurs opérations. Le nom de Philippe était devenu synonyme d'innovation et de réussite entrepreneuriale. Il avait été récompensé plusieurs fois comme l'un des entrepreneurs les plus influents de France, et sa fortune grandissait à une vitesse impressionnante. La vie personnelle de Philippe semblait également être le reflet de son succès. Il vivait dans un luxueux appartement sur l'avenue Montaigne, fréquentait les cercles sociaux les plus exclusifs de Paris et était régulièrement vu lors des événements les plus prestigieux de la ville, toujours accompagné de personnalités influentes. Malgré toute l'opulence qui l'entourait, Philippe restait fidèle à ses racines et au groupe d'amis qui l'avaient aidé à arriver là où il était. Parmi eux, Jean-Marc et Olivier occupaient une place particulière. Philippe faisait une confiance aveugle à ses associés. Ensemble, ils avaient surmonté de nombreux défis et affronté des concurrents puissants, en sortant toujours victorieux. Pour lui, Jean-Marc et Olivier étaient plus que des partenaires commerciaux. Ils étaient des frères d'armes, des personnes en qui il aurait confié sa vie. Cette confiance, cependant, serait sa plus grande vulnérabilité, quelque chose que Philippe, enfermé dans sa bulle de succès, ne pouvait pas voir. Au cours des derniers mois, quelque chose avait commencé à changer dans la dynamique entre Philippe et ses associés. Les réunions, autrefois fluides et collaboratives, étaient devenues tendues et pleines de silences inconfortables. Jean-Marc, qui avait toujours été le plus expansif et loquace, semblait maintenant constamment distrait, répondant aux questions de Philippe par des réponses évasives. Olivier, quant à lui, était devenu distant, évitant le contact visuel et s'absentant souvent des décisions importantes sous de fragiles prétextes. Philippe, initialement, tenta d'ignorer ces changements. Il croyait que ses associés traversaient peut-être une période de stress personnel ou qu'ils étaient simplement préoccupés par le rythme effréné des affaires. Cependant, les petites méfiances commencèrent à se transformer en grandes inquiétudes. Lors des réunions de direction, Philippe remarquait que Jean-Marc et Olivier échangèrent des regards rapides, comme s'ils partageaient des secrets dont ils n'étaient pas au courant. Les documents nécessitant sa signature apparaissaient souvent en urgence, sans temps pour une analyse détaillée. À une occasion particulière, lors d'une présentation à des investisseurs potentiels chinois, Philippe remarqua que certaines des informations financières que Jean-Marc partageait ne correspondaient pas au rapport qu'il avait examiné précédemment. Quand il interrogea son associé à ce sujet, Jean-Marc se contenta de sourire et de dire qu'il s'agissait d'un petit ajustement pour rendre la proposition plus attrayante. Philippe, mal à l'aise, n'insista pas, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne fit que grandir. De plus, les décisions stratégiques commencèrent à être prises sans sa participation. Jean-Marc et Olivier, qui auparavant consultaient Philippe pour chaque mouvement important, semblaient maintenant suivre leurs propres agendas, prenant des décisions qui affectaient directement la direction de l'entreprise. Philippe remarqua qu'à plusieurs reprises, ils évitaient de fixer des réunions à des moments où ils savaient qu'il serait disponible, préférant se rencontrer sans lui.
Lorsqu'il les confrontait à ce sujet, les excuses étaient toujours convaincantes, mais le malaise de Philippe ne faisait que s'aggraver. La goutte d'eau fut lorsque Philippe découvrit par hasard un email qu'il n'aurait jamais dû recevoir. Dans cet email, Jean-Marc et Olivier discutaient de la possibilité d'ouvrir une nouvelle filiale de l'entreprise à Berlin, un mouvement stratégique qui avait toujours fait partie des plans de Philippe mais pour lequel il n'avait pas été consulté. L'email suggérait qu'ils avaient déjà pris les premières mesures, y compris des négociations avec le gouvernement local et des investisseurs potentiels, le tout sans que Philippe en ait connaissance. Cette découverte ébranla profondément Philippe. La sensation d'être mis à l'écart, d'être exclu des décisions qu'il avait contribué à construire, le fit remettre en question la loyauté de ses associés. Pour la première fois, Philippe commença à envisager la possibilité que quelque chose de bien plus sinistre se tramait, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Déterminé à confronter Jean-Marc et Olivier, Philippe décida de convoquer une réunion extraordinaire. Il choisit un café discret à Saint-Germain-des-Prés, loin de l'environnement corporatif où ils se rencontraient habituellement. Philippe croyait que, dans un lieu plus informel, ses associés se sentiraient moins sur la défensive et peut-être plus honnêtes. Il savait que c'était risqué, mais l'incertitude le rongeait de l'intérieur, et il avait besoin de réponses. Ce jour-là, Philippe arriva au café avant ses associés. Il choisit une table dans un coin, stratégiquement positionnée pour qu'il puisse observer l'entrée. Avec une tasse de café entre les mains, il tenta de calmer ses pensées, répétant mentalement ce qu'il dirait. Lorsque Jean-Marc et Olivier arrivèrent, Philippe remarqua immédiatement la tension dans leur posture. Ils ne souriaient pas comme à leur habitude, et l'échange de regards entre eux ne passa pas inaperçu pour Philippe. Aussitôt assis, Philippe alla droit au but. « Je sais ce que vous faites », dit-il sans détour, observant attentivement les réactions des deux hommes en face de lui. Jean-Marc et Olivier échangèrent des regards rapides, mais ce fut Jean-Marc qui tenta le premier de détendre la situation, adoptant un ton conciliant. « Philippe, tu interprètes mal les choses. Nous travaillons tous pour le bien de l'entreprise. Certaines décisions doivent être prises rapidement, et nous ne voulions pas te surcharger avec des détails mineurs. Ça ressemble à un détail mineur pour vous? Des décisions stratégiques sans ma consultation? Des approches à des investisseurs sans que j'en sois informé? Cette entreprise est la nôtre, à tous les trois. Et rien de tout cela ne devrait se faire sans que nous soyons tous impliqués. Nous faisons ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et à ce qu'il semble, vous voulez me mettre à l'écart. » Jean-Marc tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais ses mots étaient vides, incapables de soulager le poids de ce que Philippe venait de découvrir. « Philippe, nous pensions qu'il serait mieux pour tout le monde si la direction de l'entreprise était restructurée. Avec la croissance exponentielle que nous connaissons, nous avons besoin de décisions plus agiles. Et cela nécessite une répartition des... » La réunion que Philippe espérait être source de clarté et de réconciliation devint le moment où il perdit confiance en les personnes qu'il considérait comme ses frères. Se sentant trahi et humilié, Philippe comprit que ce serait le début d'une lutte pour sa propre survie au sein de l'empire qu'il avait lui-même contribué à créer. La réunion se termina dans un silence assourdissant. Philippe se leva, regarda une dernière fois Jean-Marc et Olivier, et sans dire un mot de plus, quitta le café. En sortant, il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il était sur le point d'affronter la plus grande bataille de sa vie, et ce serait une bataille solitaire. Après la dévastatrice réunion avec Jean-Marc et Olivier, Philippe sentit son monde s'effondrer. Cependant, cette trahison ne l'ébranla pas seulement émotionnellement. Elle éveilla en lui un sens de l'urgence et de la détermination qu'il ne soupçonnait pas. Philippe réalisa qu'il ne pouvait plus faire confiance aveuglément à ses associés, et que, pour protéger ce qui restait de sa dignité et de son héritage, il devait découvrir jusqu'où allait leur plan pour l'évincer de l'entreprise. Philippe commença son enquête avec une approche méticuleuse, utilisant toutes les ressources et contacts qu'il avait accumulés au fil des ans. Il savait que Jean-Marc et Olivier étaient imprudents, mais aussi que pour mettre en œuvre un plan aussi audacieux, ils auraient besoin de laisser des traces, de petits indices qui, une fois rassemblés, pourraient révéler toute l'étendue de leurs intentions. Il passa de longues nuits à revoir les contrats, les anciens d'emails et les registres financiers de l'entreprise. Philippe savait que le pouvoir de Jean-Marc et Olivier
venait de l'influence silencieuse qu'ils exerçaient sur les autres directeurs et employés clés. Il commença donc à observer leur comportement, à noter avec qui ils se réunissaient, quels documents ils signaient et sur quels projets ils travaillaient. Philippe commença également à se rapprocher des employés de niveau inférieur, ceux qui ne faisaient pas partie du cercle intime de Jean-Marc et Olivier, mais qui auraient pu entendre quelque chose. Sa persévérance finit par porter ses fruits. Un après-midi froid d'hiver, en fouillant dans des archives oubliées dans l'un des bureaux secondaires de l'entreprise, Philippe trouva une série de mémos internes détaillant un plan pour restructurer la direction de l'entreprise. Ces documents, bien qu'ils ne mentionnent pas directement le retrait de Philippe, contenaient un langage ambigu et des termes juridiques qui laissaient clairement entendre que son influence et son contrôle sur l'entreprise étaient systématiquement sapés. Philippe découvrit également que Jean-Marc et Olivier étaient en négociation secrète avec des investisseurs étrangers, leur offrant une participation majoritaire dans l'entreprise en échange d'un soutien financier pour l'acquisition totale du contrôle des actions. Cela signifiait qu'ils ne cherchaient pas seulement à l'isoler des décisions, mais qu'ils envisageaient de prendre l'entreprise pour eux-mêmes en utilisant de nouveaux investissements comme levier. Ce qui choqua le plus Philippe fut de trouver des relevés bancaires indiquant que Jean-Marc et Olivier avaient déjà commencé à détourner des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels, quelque chose que Philippe n'aurait jamais imaginé que ses anciens amis seraient capables de faire. Ce détournement de fonds était déguisé en paiement pour des services de conseil et des contrats fictifs, ce qui rendait difficile leur détection. Mais la persévérance de Philippe lui permit de relier les points. Se sentant plus trahi que jamais, Philippe réalisa qu'il se trouvait sur un terrain beaucoup plus dangereux qu'il ne l'avait initialement imaginé. Le plan de ses associés n'était pas seulement de l'évincer, ils étaient prêts à détruire tout ce qu'il avait construit pour s'assurer qu'il ne puisse pas revenir. Cette révélation le mit en état d'alerte constant, car il savait que le moindre faux pas pourrait signifier la fin de sa carrière et de sa réputation. Le cœur lourd et l'esprit tourmenté, Philippe commença à planifier ses prochaines actions. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais aussi avec une extrême prudence. Jean-Marc et Olivier avaient montré jusqu'où ils étaient prêts à aller pour garantir leur propre ascension, et Philippe n'avait plus aucun doute qu'il ne reculerait devant rien pour consolider le contrôle de l'entreprise. Philippe décida que la meilleure défense était l'attaque, mais avant qu'il ne puisse mettre en œuvre une quelconque stratégie, l'inattendu se produisit. Jean-Marc et Olivier convoquèrent une réunion d'urgence du conseil d'administration, prétendant qu'ils devaient discuter d'une question urgente concernant l'avenir de l'entreprise. Philippe, conscient que quelque chose était sur le point de se produire, se présenta à la réunion avec tous les documents qu'il avait trouvés, prêt à exposer la trahison de ses associés. Cependant, la réunion prit une tournure que Philippe n'attendait pas. Jean-Marc et Olivier, anticipant que Philippe pourrait essayer de les confronter, agirent en premier. Ils présentèrent au conseil un rapport financier manipulé montrant l'entreprise dans une situation bien plus précaire qu'elle ne l'était en réalité. Ils affirmèrent que, sous la direction de Philippe, l'entreprise avait perdu son orientation stratégique et que des décisions erronées avaient entraîné des pertes significatives. Les directeurs, dont beaucoup avaient déjà été convaincus par Jean-Marc et Olivier que Philippe était le problème, commencèrent à remettre en question la capacité de Philippe à continuer à diriger l'entreprise. La pression s'intensifia lorsque Jean-Marc présenta une proposition formelle de restructuration de la direction, qui incluait le retrait de Philippe de son poste de PDG. Philippe tenta de se défendre, présentant les documents prouvant la conspiration de Jean-Marc et Olivier. Cependant, avant qu'il ne puisse conclure, Jean-Marc l'interrompit, l'accusant de tenter de détourner l'attention des vrais problèmes de l'entreprise par de fausses accusations. Il suggéra que Philippe s'accrochait au pouvoir par peur de faire face aux conséquences de sa mauvaise gestion. Le conseil, déjà influencé par des semaines de manipulation de la part de Jean-Marc et Olivier, finit par se retourner contre Philippe. Lors d'un vote que Philippe n'aurait jamais cru possible, les directeurs approuvèrent la proposition de Jean-Marc de restructurer la direction. Philippe fut officiellement démis de ses fonctions et ses anciens associés prirent le contrôle total de l'entreprise. Philippe quitta la réunion sous le choc. En l'espace de quelques minutes, il avait tout perdu pour ce pourquoi il avait travaillé pendant des décennies. Non seulement il fut évincé de sa propre entreprise, mais sa réputation fut également entachée par les accusations de mauvaise gestion.
La nouvelle de son éviction se répandit rapidement sur le marché, et le nom de Philippe, autrefois associé à la réussite et à l'innovation, était désormais lié à l'échec et à la suspicion. La chute de Philippe fut rapide et brutale. Il fut forcé de quitter le luxueux bureau qu'il avait occupé pendant des années, et sa vie subit un bouleversement inimaginable. En quelques jours, Philippe se retrouva sans poste, sans fortune, et avec sa crédibilité en lambeaux. Il se retira dans sa maison, se sentant complètement vaincu, essayant de comprendre ce qui s'était passé et comment ses anciens amis avaient pu le trahir de manière si vile. Les jours qui suivirent la chute de Philippe furent les plus sombres de sa vie. Sans le rythme effréné du travail pour le maintenir occupé, il fut consumé par un vide écrasant. Sa maison, autrefois un refuge de luxe et de confort, lui semblait désormais une prison où chaque mur résonnait des souvenirs de son échec. Il quittait rarement sa chambre, passant des heures à fixer le plafond, revivant chaque détail de ce qui s'était passé, se demandant sans cesse où il avait échoué. La sensation de trahison le rongeait de l'intérieur. Jean-Marc et Olivier, des hommes qu'il considérait comme des frères, avaient conspiré pour le détruire. La douleur était profonde, mais la dépression qui suivit fut encore pire. Philippe commença à douter de lui-même, remettant en question sa capacité à juger le caractère des gens et se blâmant de ne pas avoir perçu les intentions de ses associés avant qu'il ne soit trop tard. Les nuits étaient en les pires. Philippe passait des heures sans pouvoir dormir, tourmenté par des cauchemars et des pensées obsessionnelles sur sa chute. Il se voyait dans une spirale descendante, où chaque tentative de trouver une issue ne faisait que le plonger plus profondément dans son désespoir. Il évitait tout contact avec le monde extérieur, ignorant les appels de ses amis et de sa famille, craignant qu'il ne cherche qu'à lui offrir des condés. Il n'avait plus l'énergie pour accomplir les tâches les plus élémentaires. Les repas étaient rares et insipides, et le simple fait de se lever du lit semblait être une tâche herculéenne. Les nouvelles dans les médias concernant son éviction continuaient de circuler, et Philippe refusait de regarder la télévision ou de lire les journaux, sachant que chaque article ne ferait qu'ajouter à sa douleur. Des pensées sombres commencèrent à envahir son esprit. Philippe se demandait s'il pourrait un jour se relever, ou s'il était destiné à vivre le reste de ses jours comme une ombre de lui-même, prisonnier du passé. L'isolement, combiné à la sensation de perte totale, poussa Philippe à remettre en question la valeur de sa propre vie. Il sentait qu'il avait perdu non seulement sa carrière et sa fortune, mais aussi son identité et son but. C'est pendant cette phase de ténèbres que Philippe commença à réaliser la profondeur de la solitude qui l'entourait. Les relations qu'il avait cultivées au cours des années de succès s'avérèrent pour la plupart superficielles. Les amis qui étaient autrefois constants dans sa vie évitaient maintenant le contact, craignant de s'associer à quelqu'un qui était tombé en disgrâce. Philippe se rendit compte que son cercle social était rempli de personnes qui valorisaient son statut, mais non pas lui en tant que personne. Cependant, au milieu de cet abîme émotionnel, quelque chose commença à bouger en Philippe. Un petit fragment de résistance, une flamme presque éteinte, mais encore présente. Quelque part en lui, il savait qu'il ne pouvait pas rester dans cet état pour toujours. Il ne savait pas encore comment, mais il sentait qu'il devait trouver un moyen de se relever, de se reconnecter à quelque chose qui pourrait redonner un sens à sa vie. Ce petit vestige d'espoir, presque imperceptible, serait la graine de sa future rédemption. Mais pour l'instant, Philippe était encore prisonnier des profondeurs de sa dépression, luttant pour trouver une raison de continuer, même si chaque jour semblait plus difficile que le précédent. Philippe était au bord de l'abîme émotionnel, perdu dans un cycle sans fin de tristesse et de désespoir. Ses journées étaient une répétition douloureuse de solitude et de regret, jusqu'à ce qu'un matin froid d'automne, quelque chose d'inattendu se produise, quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. Philippe, dans un rare élan de sortir de chez lui, décida de marcher sans but dans les rues de Paris. Il se sentait étouffé par le confinement qu'il s'était imposé, et bien que chaque pas soit lourd, il savait qu'il avait besoin d'air frais, d'un changement, aussi minime soit-il. Les rues de Paris étaient recouvertes de feuilles mortes, les tons dorés et marrons créant un contraste mélancolique avec la froideur du climat. Philippe marchait les mains dans les poches, la tête basse, évitant le contact visuel avec les rares passants. Il n'avait pas de destination en tête. Il laissait simplement ses pieds le guider, espérant que le mouvement soulagerait,
ne serait-ce qu'un peu, l'angoisse qui pesait sur sa poitrine. C'est en traversant une petite place cachée entre deux rues animées que Philippe aperçut un homme assis sur l'un des bancs en bois. L'homme était âgé, ses cheveux blancs, soigneusement coiffés, et il portait un élégant manteau de laine gris. Philippe reconnut immédiatement cette silhouette distinguée. C'était Monsieur Duval, son ancien mentor, l'un des hommes les plus respectés et influents qu'il avait connus au début de sa carrière. Monsieur Duval était un entrepreneur à la retraite qui, des années plus tôt, avait aidé Philippe à faire ses premiers pas vers le succès. Il était connu pour sa sagesse et sa vision stratégique. Mais ce qui marquait le plus Philippe était son intégrité inébranlable et son humanité profonde. Pendant les années de gloire de Philippe, les deux s'étaient éloignés, non par choix, mais parce que la vie les avait menés sur des chemins différents. Pourtant, le voir là, un matin d'automne froid, semblait être un signe, un rappel du passé et peut-être une opportunité de rédemption. En voyant Monsieur Duval, Philippe ressentit une vague d'émotions contradictoires. Une partie de lui voulait éviter cette rencontre, craignant que son ancien mentor ne voie à quel point il avait sombré. Mais une autre partie, désespérée de retrouver un semblant de connexion humaine, le poussa à s'approcher. Hésitant, Philippe s'avança vers le banc et s'arrêta devant l'homme âgé. « Monsieur Duval ». La voix de Philippe était plus faible qu'il ne l'aurait voulu, mais il y avait en elle un besoin urgent d'être reconnu, de se connecter. Le vieil homme leva les yeux du journal qu'il lisait et, en voyant Philippe, un sourire chaleureux éclaira son visage. « Philippe, quelle agréable surprise !» dit-il d'une voix encore ferme malgré son âge avancé. « Asseyez-vous, je vous en prie, cela fait si longtemps. » Les deux hommes commencèrent à converser, d'abord sur des banalités. Le temps, comment la ville avait changé au fil des ans. Mais bientôt, la conversation prit une tournure plus profonde. Monsieur Duval, avec son intuition aiguisée, réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas chez Philippe. Il était un observateur avisé, et les ombres dans les yeux de Philippe ne lui échappèrent pas. « Philippe, dit-il, d'un ton plus sérieux, vous avez toujours été un homme de détermination et de vision. Mais je vois qu'il y a quelque chose de lourd sur votre cœur. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, vous savez que je serai toujours là. » Il raconta à Monsieur Duval tout ce qui s'était passé, la trahison de Jean-Marc et Olivier, son éviction, la perte de sa fortune, et plus douloureux encore, la sensation de vide et d'inutilité qu'il avait consumée depuis lors. Monsieur Duval écouta en silence, avec une expression de profonde empathie. Il n'interrompit pas, permettant à Philippe de déverser toutes les angoisses et les regrets qu'il avait gardés en lui. Lorsque Philippe eut enfin terminé, se sentant émotionnellement épuisé, Monsieur Duval posa une main réconfortante sur son épaule. « Philippe, » commença Monsieur Duval d'une voix ferme mais douce, « la vie a des façons étranges de nous enseigner des leçons. Ce que vous avez traversé est l'une des épreuves les plus difficiles qu'un homme puisse affronter. Mais vous êtes toujours là. Cela signifie qu'il y a encore une opportunité, une chance de recommencer. Et je crois qu'avec le temps, vous trouverez un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de puissant. » Cette rencontre inattendue avec son ancien mentor semblait être un signe que, peut-être, son histoire n'était pas encore terminée. Et pour la première fois depuis des semaines, Philippe se permit d'imaginer qu'il pourrait y avoir un chemin pour retourner à la lumière. La rencontre avec Monsieur Duval fut un tournant pour Philippe. Pendant des semaines, il avait dérivé, perdu dans un océan de désespoir, mais maintenant, assis à côté de son ancien mentor, il ressentait un fil d'espoir se former. Monsieur Duval, avec son expérience de vie et sa sagesse acquise au fil des décennies, semblait être l'encre dont Philippe avait tant besoin à ce moment-là. Mais Philippe était encore loin d'être prêt à se relever. Il savait qu'il avait besoin de plus que de simples paroles de réconfort. Il avait besoin d'un plan, d'une direction. Alors que les deux hommes continuaient à converser, Philippe commença à comprendre que Monsieur Duval n'était pas là seulement pour offrir sa sympathie. Il était là pour le guider, pour lui donner une nouvelle perspective sur sa situation. Au fur et à mesure que les heures passaient, alors que le soleil d'automne commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orange et rose, Monsieur Duval partagea ses propres expériences de vie, révélant des moments d'échec et de perte qu'il avait traversés, et comment il avait trouvé la force de continuer. « Philippe !» commença Monsieur Duval. Mais c'est à ce moment-là, au point le plus bas de ma vie, que j'ai trouvé la clarté dont j'avais besoin.
J'ai appris que l'échec, aussi douloureux soit-il, est aussi un maître précieux. Il n'aurait jamais imaginé que M. Duval, toujours si fort et inébranlable, ait traversé quelque chose de semblable à ce qu'il vivait actuellement. Cette révélation fut un réconfort inattendu. Savoir que même les plus prospères avaient affronté des moments de ténèbres lui fit comprendre qu'il n'était pas seul. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, continua M. Duval, mais cette crise que vous traversez peut être l'opportunité dont vous aviez besoin pour vous réinventer, pour découvrir des forces et des compétences que vous ne soupçonniez peut-être pas. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de lamentation, mais d'action. Un plan, et surtout de croire que vous avez encore beaucoup à offrir, à vous-même et au monde. Il avait passé des semaines à se complaire dans l'autocomplaisance, mais maintenant il était temps de commencer à réfléchir à comment il pouvait transformer cette crise en quelque chose de positif. Cependant, il se sentait encore perdu, ne sachant pas par où commencer. « Mais comment ?» demanda Philippe, brisant enfin le silence. « Comment puis-je me relever après tout ça? J'ai perdu mon entreprise, ma réputation, tout. Le premier pas est d'arrêter de vous concentrer sur ce que vous avez perdu et de commencer à penser à ce que vous avez encore. Réfléchissez aux compétences que vous avez développées au fil des ans, aux connexions que vous avez encore, aux idées que vous n'avez jamais eu l'occasion d'explorer. Et surtout, pensez à comment vous pouvez utiliser tout cela pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui reflète l'homme que vous êtes maintenant, pas celui que vous étiez. » Il réalisa que, bien qu'il ait beaucoup perdu, il avait encore son esprit vif et sa détermination, des qualités qui l'avaient conduit au succès auparavant et qui pouvaient le faire à nouveau. M. Duval, voyant que ses paroles avaient un effet, continua. « Je ne dis pas que ce sera facile. Cela exigera du courage, de la patience et surtout de la persévérance. Mais je crois en vous, Philippe. J'ai toujours cru en vous, et je serai là pour vous soutenir dans ce que vous déciderez de faire. » La croyance de M. Duval en lui était comme une lumière au bout du tunnel, une confirmation qu'il n'était pas complètement perdu. Il ne savait pas encore exactement comment il se relèverait, mais il avait maintenant la détermination d'essayer. La rencontre se termina par une promesse. M. Duval promit d'être aux côtés de Philippe, de l'aider à tracer un nouveau chemin. Et Philippe, quant à lui, se promit que, peu importe la difficulté, il trouverait un moyen de se relever. Il quitta la place ce soir-là avec un sentiment de renouveau, sachant que, bien que le chemin à parcourir soit long et semé d'embûches, il n'était plus seul. Dans les jours qui suivirent la rencontre avec M. Duval, Philippe ressentit un changement progressif mais significatif dans son état d'esprit. Les paroles de son mentor résonnaient dans son esprit, et il commença à réaliser que, aussi douloureuse soit sa situation actuelle, elle n'avait pas besoin de définir le reste de sa vie. Il y avait encore quelque chose en lui, un désir de se battre, de se relever et de prouver surtout à lui-même qu'il avait encore de la valeur. C'est au cours de l'une de ces nuits de réflexion que Philippe commença à fouiller dans d'anciens papiers qu'il avait conservés dans son bureau à domicile. Parmi des contrats obsolètes, des notes de réunions anciennes et des idées de projets qui n'avaient jamais vu le jour, il trouva un dossier qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. Le dossier était poussiéreux, indiquant qu'il n'avait pas été touché depuis de nombreuses années. Curieux, Philippe ouvrit le dossier et, à sa grande surprise, découvrit une série de documents relatifs à un brevet qu'il avait déposé il y a plus d'une décennie. C'était un projet qu'il avait développé à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme, une technologie qui promettait de révolutionner le secteur du stockage de données. Cependant, en raison des limitations technologiques de l'époque et du manque d'intérêt des investisseurs, le projet avait été mis de côté et oublié au fur et à mesure que l'entreprise se diversifiait vers d'autres domaines. Philippe se souvenait vaguement du projet, mais en feuilletant les documents et en revoyant les croquis et les notes techniques, il commença à réaliser qu'il avait sous-estimé le potentiel de l'idée. Avec les avancées technologiques des dernières années, le brevet semblait maintenant beaucoup plus viable et peut-être extrêmement pertinent dans le contexte actuel du marché technologique. Avec une soudaine vague d'excitation, Philippe se plongea dans les détails du brevet. Il passa toute la nuit à revoir les calculs, les prévisions et les modèles qu'il avait créés des années auparavant. Chaque nouvelle page qu'il lisait renforçait sa conviction que l'idée avait encore une valeur immense, peut-être même plus qu'il ne l'avait initialement imaginé. Cependant, Philippe savait que le simple fait d'avoir une bonne idée ne suffisait pas.
Il devait comprendre comment ce brevet pouvait être appliqué dans le marché actuel et, surtout, comment il pouvait relancer le projet dans ces circonstances actuelles. Avec sa crédibilité entachée et sans les ressources qu'il possédait autrefois, il savait que ce serait une tâche ardue. Mais la découverte de ce brevet lui donna quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le lendemain matin, Philippe contacta M. Duval, impatient de partager sa découverte. Ils se rencontrèrent dans un café discret, loin des regards curieux du monde des affaires. Philippe ne put contenir son excitation en expliquant à M. Duval ce qu'il avait trouvé et comment il croyait que le projet pouvait être un grand succès s'il était relancé avec les technologies modernes. M. Duval écouta attentivement, ses yeux brillants d'intérêt et d'approbation. « Philippe, dit-il après avoir entendu toute l'explication, c'est une opportunité en or. Vous avez entre les mains quelque chose qui peut non seulement relancer votre carrière, mais aussi transformer le secteur. Mais vous aurez besoin d'alliés, de personnes qui croient en vous et qui sont prêtes à investir dans ce projet. Et je crois savoir exactement par où vous devez commencer. » M. Duval offrit également à Philippe son réseau de contacts, le présentant à des personnes qui pourraient être cruciales pour le succès de l'entreprise. Philippe savait qu'il n'était qu'au début d'un long chemin, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait une direction claire. Il savait qu'il aurait besoin de toute son expérience, de sa résilience et de son intelligence pour faire décoller le projet, mais il était déterminé à y parvenir. Cette révélation non seulement donna à Philippe une nouvelle perspective sur sa situation, mais raviva également en lui une flamme qui avait été presque éteinte par la dépression et la trahison. Il était prêt à se battre à nouveau, et cette fois, il le ferait avec une sagesse qui ne pouvait venir que de l'expérience douloureuse qu'il avait vécue. Avec le brevet en main et le soutien de M. Duval, Philippe commença à travailler sans relâche pour transformer cette idée oubliée en une réalité tangible. Il était conscient des défis, mais savait aussi que, s'il parvenait à surmonter cette phase, il pourrait réécrire son histoire, non pas comme l'homme qui avait été abattu, mais comme celui qui s'était relevé plus fort que jamais. La révélation du brevet redécouvert donna à, plus important encore, il devait reconstruire un nouveau réseau de contacts, restaurer sa réputation et trouver des investisseurs prêts à soutenir un homme qui, récemment, avait été publiquement humilié. Philippe entama son recommencement de la seule manière qu'il connaissait, avec un travail acharné et une dévotion totale. Il aménagea un petit bureau dans son appartement, transformant ce qui était autrefois un espace d'isolement en un centre d'opération pour son nouveau projet. La première tâche fut de réviser chaque détail du brevet, d'identifier les domaines qui nécessitaient des mises à jour et de commencer à travailler sur les améliorations. Philippe savait que le concept original était solide, mais qu'il nécessitait des ajustements pour répondre aux nouvelles exigences technologiques. Pour ce faire, il fit appel à de jeunes ingénieurs et développeurs, dont beaucoup étaient impatients de saisir une opportunité de travailler sur quelque chose d'innovant. En utilisant son expérience et ses compétences en leadership, Philippe parvint à réunir un petit groupe de talents dévoués. Il les impliqua totalement dans la mission, partageant sa vision de créer une solution capable de révolutionner le stockage de données, en le rendant plus efficace et accessible. L'atmosphère dans le nouveau bureau était différente de celle qu'il avait connue dans son ancienne entreprise. Il y régnait une camaraderie et un enthousiasme qui lui rappelaient les premiers jours de sa carrière. En plus de développer la technologie, Philippe savait qu'il devait restaurer son image sur le marché. Il recommença à fréquenter des conférences et des événements technologiques où il savait qu'il retrouverait d'anciens collègues et investisseurs. Bien qu'il craignît initialement la manière dont il serait reçu, il fut surpris de constater que beaucoup continuaient de respecter son intelligence et sa vision. Indépendamment de ce qui s'était passé, certaines portes se fermèrent, bien sûr, mais d'autres, de manière inattendue, s'ouvrirent. Des personnes qui le voyaient autrefois comme un rival étaient maintenant prêtes à l'écouter, curieuses de savoir ce qu'il projetait. Cependant, le plus grand défi fut de trouver des investisseurs prêts à risquer du capital dans sa nouvelle entreprise. L'économie était instable, et beaucoup d'investisseurs préféraient parier sur des startups déjà établies. Philippe passa des semaines en réunion, présentant son idée à différents groupes d'investisseurs. Il essuya une série de refus, mais au lieu de se décourager, chaque non ne fit que le motiver à affiner son argumentaire et à améliorer sa stratégie.
Un tournant se produisit lorsque Philippe obtint un rendez-vous avec Jacques Marceau, l'un des investisseurs les plus respectés de Paris, connu pour son flair pour les innovations disruptives. Jacques avait suivi la carrière de Philippe et, bien qu'il fût au courant de sa chute, il connaissait aussi le brillant esprit qui l'avait propulsé au sommet. Lors de la réunion, Philippe présenta sa vision avec une passion renouvelée, détaillant comment la technologie qu'il développait pouvait non seulement rivaliser, mais aussi dominer le marché émergent du stockage de données. Jacques écouta attentivement, posant des questions incisives et défiant Philippe d'expliquer les détails techniques et le modèle d'affaires. À la fin de la réunion, Jacques fut impressionné non seulement par la technologie, mais aussi par la résilience et la nouvelle perspective de Philippe. « Tu es de retour, Philippe », dit Jacques en souriant. « Et je veux faire partie de ce retour. » Le recommencement de Philippe ne fut pas facile, mais chaque petit succès lui apportait la certitude qu'il était sur la bonne voie. Il avait reconstruit sa vie et sa carrière à partir des cendres, et maintenant, plus que jamais, il était déterminé à montrer au monde qu'il avait encore beaucoup à offrir. Avec le financement assuré et une équipe talentueuse à ses côtés, Philippe commença à matérialiser ce qui n'était auparavant qu'un concept dans son esprit. Il décida que sa nouvelle entreprise devait refléter les valeurs qu'il avait redécouvertes au cours de son parcours. Transparence, innovation et surtout intégrité. Avec cette vision en tête, il fonda Luminatech, une start-up dédiée à développer des solutions de stockage de données qui promettaient de transformer la manière dont les entreprises géraient leurs informations. Le choix du nom Luminatech n'était pas anodin. Philippe voulait que sa nouvelle entreprise soit perçue comme un phare de lumière dans une industrie souvent marquée par l'opacité et les jeux de pouvoir, quelque chose qu'il avait expérimenté de première main. Il voulait que Luminatech soit un endroit où l'innovation était guidée par l'éthique et où chacun, des ingénieurs aux investisseurs, partageait l'engagement de créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. Le début fut, comme on pouvait s'y attendre, difficile. L'équipe de Philippe, bien que talentueuse, était jeune et inexpérimentée, et ils rencontrèrent une série d'obstacles techniques en essayant de transformer le brevet de Philippe en un produit viable. Il y eut des moments où les systèmes échouaient, où les délais étaient manqués, et où les ressources semblaient insuffisantes. Cependant, l'atmosphère dans le bureau de Luminatech était remarquablement différente de celle de son ancienne entreprise. Ici, l'échec était perçu comme une opportunité d'apprentissage, et chaque problème technique résolu était célébré comme une victoire collective. Philippe adopta une approche de leadership ouverte et collaborative, cherchant fréquemment des retours de son équipe et encourageant la pensée créative. Il croyait que pour que Luminatech réussisse, elle devait être un endroit où l'innovation pouvait s'épanouir sans crainte de représailles. Cette culture d'ouverture et de respect mutuel non seulement motiva son équipe, mais commença aussi à attirer l'attention externe. Des experts de l'industrie, dont beaucoup avaient observé la chute de Philippe, étaient maintenant curieux de découvrir l'approche différente qu'il adoptait. Le produit principal de Luminatech, une solution de stockage de données basée sur le brevet redécouvert de Philippe, commença à prendre forme. C'était une technologie qui promettait non seulement de stocker de grandes quantités de données de manière efficace, mais aussi d'assurer leur sécurité et leur accessibilité d'une manière que peu d'autres solutions sur le marché pouvaient offrir. Au fur et à mesure que le développement progressait, Philippe réalisa qu'il créait quelque chose qui n'était pas seulement une solution technique, mais une réponse directe aux failles qu'il avait identifiées dans son ancienne entreprise. Avec le produit à un stade avancé de développement, Philippe et son équipe commencèrent à préparer une série de présentations pour des clients potentiels et des partenaires stratégiques. Il savait que le succès de Luminatech dépendrait de sa capacité à convaincre les grandes entreprises d'adopter sa solution, et pour cela, il avait besoin d'une stratégie marketing irréprochable. Philippe travailla sans relâche avec son équipe marketing pour créer une narration qui mettait en avant non seulement les aspects techniques du produit, mais aussi les valeurs qui différenciaient Luminatech de ses concurrents. La première grande présentation eut lieu lors d'une conférence internationale de technologie à Paris. C'était l'occasion parfaite pour montrer au monde ce que Luminatech avait à offrir. Philippe, qui avait toujours été un orateur confiant, ressentait une énorme pression. Il savait que cette présentation pourrait définir l'avenir de son entreprise. Cependant, il savait aussi qu'il avait mis tout son être, son expérience, ses leçons de vie et son nouvel engagement envers l'intégrité
dans le développement de ce produit. Lorsque vint l'heure de la présentation, Philippe monta sur scène avec son équipe à ses côtés. Il commença à parler non seulement du produit, mais aussi de son propre parcours. Comment il était tombé, ce qu'il avait appris et comment ces leçons étaient intégrées dans chaque aspect de Luminatech. Le public, composé de dirigeants de grandes entreprises, d'investisseurs et d'experts de l'industrie, écouta attentivement. Philippe réalisa qu'en partageant son histoire personnelle, il ne vendait pas seulement un produit, mais aussi une confiance. La démonstration du produit fut un succès. La technologie fonctionna parfaitement et Philippe et son équipe parvinrent à transmettre clairement les avantages de leur solution. À la fin de la présentation, le public répondit par des applaudissements enthousiastes et Philippe sentit un poids se retirer de ses épaules. Il savait que Luminatech était sur la bonne voie. Dans les jours qui suivirent la conférence, Philippe reçut une avalanche de propositions de partenariat et de demandes de démonstration privée du produit. De grandes entreprises technologiques exprimèrent leur intérêt à intégrer la solution de Luminatech dans leurs opérations, et les investisseurs commencèrent à voir Philippe sous un jour nouveau, non pas comme l'entrepreneur qui avait échoué, mais comme quelqu'un. Le succès de la présentation marqua un nouveau chapitre dans la vie de Philippe et dans l'histoire de Luminatech. L'entreprise commença rapidement à étendre ses opérations en embauchant davantage d'ingénieurs, en élargissant son portefeuille de produits et en établissant des partenariats stratégiques avec certaines des plus grandes entreprises du monde. Philippe, maintenant plus confiant que jamais, était déterminé à s'assurer que Luminatech reste fidèle aux principes qu'il avait établis. Innovation, intégrité et un engagement inébranlable envers l'excellence. À mesure que Luminatech prenait de l'ampleur sur le marché et commençait à attirer l'attention des plus grands acteurs de l'industrie, les nouvelles du succès de Philippe parvinrent inévitablement aux oreilles de Jean-Marc et Olivier. Les deux hommes, qui avaient cru avoir éliminé Philippe de leur vie et de la concurrence, furent pris de court en voyant leur ancien associé non seulement se relever, mais aussi commencer à construire quelque chose qui menaçait directement leur nouvelle position de pouvoir. Jean-Marc et Olivier avaient consolidé leur contrôle sur l'ancienne entreprise de Philippe, mais contrairement à ce qu'ils avaient prévu, l'absence de Philippe apporta avec elle une série de défis inattendus. Sans le talent stratégique et la vision innovante de Philippe, l'entreprise commença à rencontrer des difficultés pour maintenir sa croissance et, plus important encore, pour innover. Les investisseurs et les clients commencèrent à remarquer que, bien que l'entreprise soit encore une force sur le marché, elle avait perdu le dynamisme qui l'avait rendue leader. Lorsque les nouvelles de Luminatech et de sa nouvelle solution révolutionnaire atteignirent le marché, Jean-Marc et Olivier réalisèrent qu'ils faisaient face à une menace réelle. Si le produit de Philippe était aussi bon qu'il le semblait, il pourrait non seulement attirer les clients de leur ancienne entreprise, mais aussi redéfinir le paysage concurrentiel de l'industrie. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement, mais la question était comment. C'est alors que Jean-Marc, toujours le stratège du groupe, suggéra qu'il se rapproche de Philippe. Ce ne serait pas une demande d'excuses, ni une tentative de réconciliation. Ce serait un coup calculé pour ramener Philippe dans l'entreprise, et ainsi neutraliser la menace qu'il représentait. Jean-Marc croyait que, s'ils offraient à Philippe une position de pouvoir dans l'ancienne entreprise, il pourrait abandonner Luminatech et rediriger ses efforts vers l'entreprise originale. Olivier, plus pragmatique, était sceptique quant au succès de cette approche. Il savait que Philippe avait changé et que convaincre un homme qui avait été si brutalement trahi de revenir ne serait pas une tâche facile. Cependant, avec peu d'options viables, ils décidèrent de tenter le coup. Ils organisèrent une réunion avec Philippe dans un restaurant de luxe du centre de Paris. Philippe, conscient que cette réunion était inévitable, décida de s'y rendre, mais avec un nouvel état d'esprit. Il n'était plus l'homme qui avait été trahi et destitué. Il était maintenant le fondateur et PDG d'une entreprise en pleine ascension, avec une technologie qui promettait de changer le marché. Il contrôlait cette situation, et cela lui donnait une confiance inébranlable en entrant dans le restaurant. Jean-Marc et Olivier étaient là, assis à une table réservée dans un coin discret. Lorsque Philippe arriva, ils se levèrent pour l'accueillir, mais Philippe resta ferme et réservé. Il savait que, malgré les apparences, cette réunion était un jeu de pouvoir, et il n'était pas disposé à céder du terrain. Après les formalités initiales, Jean-Marc commença à parler, essayant d'adopter un ton conciliant. « Philippe, c'est bon de te revoir.
Nous avons suivi tes réalisations récentes avec beaucoup d'intérêt. Félicitations pour Luminatech. Il semble que tu as réussi à transformer un moment difficile en une grande opportunité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Jean-Marc commença à exposer la proposition. Il voulait que Philippe revienne dans l'ancienne entreprise en tant qu'associé, lui offrant une position de leadership et de contrôle sur la division innovation. Ils présentèrent l'offre comme une opportunité de réunir leurs forces et de créer quelque chose d'encore plus grand ensemble. Philippe écouta en silence, son expression impénétrable. Il laissa Jean-Marc et Olivier exposer toute la proposition avant de répondre. Lorsqu'ils eurent terminé, il se pencha en arrière sur sa chaise et les fixa pendant un moment, pesant soigneusement ses mots. « Vous m'avez trahi », commença Philippe, sa voix calme mais chargée d'une autorité qui les surprit. « Vous avez détruit ma réputation, vous m'avez pris tout ce que j'avais construit et vous avez essayé de m'effacer de la carte. Maintenant, parce que vous voyez que je me relève, vous venez à moi avec cette offre? Vous pensez pouvoir racheter ma confiance avec un poste et une participation? Vous pensez pouvoir me manipuler? Mais vous avez très peu appris depuis la dernière fois que nous étions ensemble. Je ne suis plus le même homme que vous avez trompé. » Philippe se leva, signalant que la réunion était terminée. « Si j'ai appris une chose, c'est que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Et ce que je construis maintenant est bien plus fort que tout ce que nous avons pu avoir dans le passé. Je vous souhaite bonne chance, mais je ne commettrai pas l'erreur de vous faire à nouveau confiance. » Il savait que cet affrontement non seulement clôturait un chapitre de sa vie, mais solidifiait aussi sa position en tant que leader indépendant et visionnaire, déterminé à tracer sa propre voie sans se laisser manipuler par le passé. Après l'affrontement avec Jean-Marc et Olivier, Philippe ressentit un mélange d'émotions. Il avait fermé une porte importante du passé, mais cette décision le laissait aussi pensif quant à l'avenir. Aussi engagé qu'il fut envers Luminatech et les principes qu'il avait établis pour lui-même, il savait que sa quête était encore loin d'être achevée. Il devait consolider son héritage, et pour cela il devait prendre des décisions cruciales sur la manière de diriger son entreprise vers l'avenir. Philippe passa les jours suivants à réfléchir aux choix qu'il avait faits jusqu'à présent. Il repensa à tout ce qu'il avait perdu, l'entreprise d'origine, sa réputation passée, et les amitiés qui s'étaient désintégrées, et à ce qu'il avait gagné en retour. Une nouvelle vision, une entreprise basée sur l'intégrité et un cercle de personnes qui croyaient vraiment en sa mission. Mais quelque chose le dérangeait, une sensation qu'il manquait encore quelque chose pour qu'il se sente vraiment accompli. Dans ses réflexions, Philippe commença à réaliser que son succès précédent avait été construit sur des bases instables, basées sur des gains financiers et un statut social, plutôt que sur des valeurs durables. Il savait que, pour que Luminatech prospère à long terme, il devait s'assurer que ses erreurs ne soient pas répétées. Il voulait que sa nouvelle entreprise soit différente, un endroit où l'innovation et l'éthique allèrent de pair, et où chaque décision était prise en fonction de l'impact positif qu'elle aurait, non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour la société dans son ensemble. Cette vision commença à se solidifier en une décision importante. Philippe ne voulait pas que Luminatech devienne simplement une entreprise rentable sur le marché. Il voulait qu'elle soit un symbole de changement, une référence pour les autres entreprises du secteur technologique. Pour cela, il décida que Luminatech devait adopter une approche plus large dans sa mission, non seulement développer des technologies de pointe, mais aussi investir dans des projets sociaux et environnementaux qui reflétaient les valeurs qu'il croyait être fondamentales. Philippe convoqua une réunion avec ses principaux dirigeants et conseillers. Il savait qu'il aurait besoin du soutien et de la compréhension de son équipe pour mettre en œuvre ces changements. Lors de la réunion, il exposa sa vision pour l'avenir de Luminatech. En plus de continuer à innover dans le secteur du stockage de données, l'entreprise s'engagerait également à consacrer une partie significative. Au début, certains de ses conseillers furent hésitants. Beaucoup d'entre eux étaient concentrés sur les rendements financiers et voyaient ces projets sociaux comme des distractions possibles ou comme quelque chose qui pourrait diluer les profits. Cependant, Philippe était préparé à ces arguments. Il expliqua que, dans le monde actuel, les entreprises qui se distinguaient n'étaient pas seulement celles qui généraient des profits, mais aussi celles qui démontraient une responsabilité sociale et environnementale. Il croyait fermement que ce nouveau modèle serait non seulement bénéfique pour la société, mais aussi renforcerait la marque de Luminatech à long terme. Le discours de Philippe fut inspirant.
Il parla avec passion de la nécessité de construire un héritage durable et de rendre à la société ce qu'elle lui avait donné. Peu à peu, ses dirigeants commencèrent à voir la sagesse de son approche. Ils réalisèrent que cette vision n'était pas seulement une question d'idéalisme, mais une stratégie intelligente pour garantir la durabilité et la pertinence de Luminatech dans le futur. Avec le soutien de son équipe, Philippe commença à mettre en œuvre ces changements. Il établit des partenariats avec des ONG et des institutions éducatives, créant des programmes de bourses d'études et de formation pour les jeunes talents issus de communautés défavorisées. Il lança également des projets internes pour s'assurer que toutes les opérations de l'entreprise soient aussi écologiquement responsables que possible. Il avait fait un choix conscient de ne pas suivre le chemin le plus facile, de ne pas céder à la tentation de maximiser les profits au détriment de ses principes. Au lieu de cela, il avait choisi de construire quelque chose dont il pouvait être fier, une entreprise qui représentait le meilleur de lui-même et qui laissait un impact positif durable dans le monde. À mesure que les projets sociaux et environnementaux de Luminatech prenaient de l'ampleur, Philippe ressentit une nouvelle énergie en lui. Il avait transformé une chute dévastatrice en une opportunité de renaissance, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. L'entreprise croissait à un rythme rapide, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'influence et d'impact positif sur la société. Philippe savait qu'il avait accompli quelque chose de rare, une véritable victoire qui dépassait les limites conventionnelles du succès entrepreneurial. Luminatech n'était plus simplement une start-up émergente. Elle était devenue un exemple éclatant de la manière dont les entreprises pouvaient prospérer en restant fidèles à des principes éthiques. De grandes corporations commencèrent à chercher Philippe, non seulement pour établir des partenariats technologiques, mais aussi pour apprendre de la philosophie d'affaires qu'il avait mise en place. Des conférences et des forums mondiaux invitaient Philippe à partager son histoire et l'approche unique qu'il avait adoptée avec Luminatech. L'un des moments les plus marquants de cette nouvelle phase de sa vie fut lorsque Philippe fut invité à parler lors d'une conférence internationale sur l'innovation et la durabilité. L'événement eut lieu à Davos, en Suisse, et rassembla des leaders mondiaux, des PDG de grandes entreprises et des experts de divers domaines. Philippe savait que ce serait une opportunité pour amplifier son message et montrer au monde que le succès pouvait être atteint d'une manière différente, plus inclusive et responsable. Lorsqu'il monta sur scène, Philippe sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi un profond sentiment d'accomplissement. Il n'était plus là pour prouver quelque chose à lui-même ou aux autres. Il était là pour partager ce qu'il avait appris et pour inspirer des changements réels. Il commença son discours en racontant son histoire personnelle, depuis l'apogée de sa carrière, en passant par la trahison et la chute, jusqu'à la renaissance avec Luminatech. Il ne cacha ni ses échecs ni ses vulnérabilités. Au contraire, il les utilisa comme un exemple de la manière dont on peut apprendre et grandir à partir des adversités. Philippe souligna comment l'éthique et l'innovation ne doivent pas être mutuellement exclusives. Il expliqua comment il avait mis en place des pratiques durables chez Luminatech, non pas comme une stratégie marketing, mais comme une conviction personnelle que les entreprises ont la responsabilité de contribuer à un monde meilleur. Il parla aussi de l'importance d'investir dans les personnes, en particulier celles issues de communautés moins favorisées, et de la manière dont cela non seulement bénéficiait à la société, mais aussi apportait de nouvelles idées et perspectives au sein de l'entreprise. Le public fut captivé par sa sincérité et par la clarté de sa vision. À la fin de son discours, Philippe fut ovationné. Des leaders d'entreprise et des politiciens le cherchèrent après la conférence, intéressés à appliquer certains des principes de Luminatech dans leurs propres organisations. Philippe, cependant, ne se laissa pas emporter par l'adulation. Il savait que, plus important que les éloges, il fallait s'assurer que ses actions restent alignées avec ses valeurs. De retour à Paris, le succès de Luminatech continua de croître. L'entreprise étendit sa présence internationale, ouvrant de nouveaux bureaux dans plusieurs villes à travers le monde. Le produit principal, la solution de stockage de données innovantes, devint un standard dans l'industrie, avec beaucoup des plus grandes entreprises du monde adoptant la technologie de Philippe. Mais plus que cela, Luminatech devint un symbole d'une nouvelle ère dans les affaires. Une ère où le succès financier et l'impact social positif allèrent de pair. Philippe, maintenant entouré d'une équipe loyale et dévouée,
ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue pendant les années où il était obsédé par le succès matériel. Il avait atteint la victoire d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Sa nouvelle définition du succès n'était plus liée à l'argent ou au pouvoir, mais à la différence qu'il et son entreprise pouvaient faire dans le monde. Et cette victoire, pour lui, était beaucoup plus gratifiante et durable que n'importe quel autre succès matériel qu'il avait connu auparavant. Avec Luminatech solidement établi, et Philippe désormais vu comme un exemple de résilience et d'innovation, il commença à réfléchir au parcours qu'il avait mené jusqu'ici. Il savait que sa vie avait fait un tour complet, d'un entrepreneur trahi et destitué à un leader révéré qui avait non seulement reconstruit sa carrière, mais aussi créé quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Philippe passa à dédier plus de temps à des projets de mentorat, aidant de jeunes entrepreneurs à éviter les erreurs qu'il avait commises dans le passé et à construire des entreprises qui soient non seulement rentables, mais aussi responsables. Il voyait en ces jeunes une part de lui-même, mais aussi l'opportunité de contribuer à un avenir meilleur, où les entreprises seraient des forces de changement positifs et non simplement des machines à profit. L'un de ces jeunes, Antoine, un entrepreneur d'origine modeste qui essayait de lancer une start-up dans les énergies renouvelables, attira particulièrement l'attention de Philippe. Antoine avait des idées brillantes et un engagement envers la durabilité, mais il lui manquait l'orientation et les ressources pour transformer sa vision en réalité. Philippe vit en Antoine une opportunité de transmettre le savoir et l'expérience qu'il avait accumulés au fil des ans. Il se proposa d'être son mentor, l'aidant à éviter les pièges communs aux entrepreneurs et à naviguer dans les défis du marché. Philippe consacra un temps et des ressources considérables à aider Antoine, non pas parce qu'il s'attendait à un retour financier, mais parce qu'il voyait en lui la même passion qu'il avait guidé dans sa jeunesse. Il le conseilla sur la manière de construire une équipe solide, comment garder l'éthique au centre de ses décisions et comment résister aux tentations de compromettre ses valeurs au nom du succès rapide. Antoine, pour sa part, absorba chaque leçon comme une éponge. Il savait qu'il recevait des conseils de quelqu'un qui avait tout vu, le succès et l'échec, la trahison et la rédemption. Sous la direction de Philippe, la start-up d'Antoine commença à croître, attirant l'intérêt des investisseurs et des partenaires. Philippe non seulement aida à façonner l'avenir d'Antoine, mais vit dans son parcours un reflet de sa propre histoire, ce qui lui apporta un profond sentiment de satisfaction. Pendant ce temps, Philippe commença également à travailler sur un livre. Il voulait partager son histoire avec un public plus large, non pas pour se vanter de son succès, mais pour montrer que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours une opportunité pour une seconde chance. Le livre intitulé « Renaître des cendres », leçon d'une vie d'entrepreneur, il était devenu un symbole de résilience, de la manière dont on peut transformer l'adversité en opportunité, et de comment le véritable succès ne se mesure pas seulement par ce que l'on accomplit, mais aussi par l'impact positif que l'on laisse aux autres. Il comprenait que sa seconde chance dans la vie n'avait pas été seulement une opportunité de reconstruire sa carrière, mais de devenir la personne qu'il avait toujours aspiré à être, quelqu'un qui fait une différence, non seulement dans le monde des affaires, mais dans la vie des gens. À mesure qu'il vieillissait, Philippe commença à passer plus de temps hors de la ville, dans une maison de campagne aux alentours de Paris. Il appréciait la tranquillité et le temps pour réfléchir à tout ce qu'il avait vécu. Les matins froids d'automne, il se promenait dans les bois, respirant l'air frais et ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue pendant les années où il était obsédé par le succès matériel. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la satisfaction de vivre une vie avec un but. Philippe maintint également un contact étroit avec M. Duval, son ancien mentor, qui restait une présence sage et inspirante dans sa vie. Les deux se retrouvaient souvent pour de longues conversations sur la vie, les affaires et l'avenir. M. Duval, désormais dans ses dernières années, exprima sa fierté pour tout ce que Philippe avait accompli et pour la manière dont il avait embrassé la seconde chance que la vie lui avait offerte. Philippe savait que, malgré toutes les réalisations, la véritable victoire résidait dans le fait d'avoir trouvé la paix avec lui-même et avec le chemin qu'il avait choisi de suivre. Il avait transformé l'échec en force, la trahison en sagesse, et la perte en une nouvelle opportunité de faire le bien. Et avec cela, il se sentait enfin en paix, prêt pour ce que la vie lui réservait ensuite, sachant qu'il avait laissé un héritage qui continuerait à impacter positivement le monde longtemps après son départ.